responsables ou ne semblent pas vouloir influencer le cours des événements en Ukraine. Nous avons siégé au Conseil de sécurité au cours de cette période de guerre et nous pouvons dire que la solidarité mondiale que nous voulons insuffler ici à l'ONU ne se manifeste que lorsque l'acier aux grandes puissances dotées du droit de veto. Il semble qu'aujourd'hui, ces pays ne souhaitent pas faire preuve de solidarité. Nous pensons que cette organisation est encore le meilleur espoir, le meilleur véhicule pour que le monde puisse gérer ces problèmes nombreux et multiples. Mais elle ne pourra fonctionner efficacement et répondre à nos attentes que si nous réformons ses piliers, sans quoi sa crédibilité continuera d'être grevée. Monsieur le Président, je ne veux pas évoquer les événements qui font rage en Ukraine sans mentionner la tragédie que connaît l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. L'instabilité au Sahel et des activités terroristes vastes mettent sous pression les pays de l'Afrique de l'Ouest. Sur le plan politique comme économique, différents pays de la région ont perdu de vastes pans de leur territoire aux activités des terroristes. Les coups d'État semblent de nouveau être aux yeux de certains un espoir de solution face aux menaces qui planent sur leur nation. Mais cet espoir est mal placé. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest, nous faisons de notre mieux dans les conditions difficiles qui sont les nôtres pour gérer la situation. Nous sommes convaincus que les conflits dont continue de souffrir notre continent et notre région pourraient trouver des solutions plus satisfaisantes si la communauté internationale appuyait plutôt que de miner les efforts de nos organisations régionales et continentales. Des Africains ont battu et sont morts au cours de la Seconde Guerre mondiale pour défendre l'Europe et ses alliés. Ensemble, nous avons remis le monde sur la voie de la paix et de la prospérité. Paix et prospérité que les nations et les citoyens d'Europe connaissent depuis des décennies aujourd'hui. L'heure est venue de passer à la réciproque. Monsieur le Président, au Ghana, nous sommes convaincus que la démocratie est la meilleure voie de parvenir à la nation prospère que nous appelons de nos vœux. Les fruits économiques qu'attendent à juste titre nos citoyens des processus démocratiques ne sont pas arrivés aussi rapidement qu'on aurait pu le croire, c'est vrai, mais nous sommes déterminés à tenir le cap, car nous pensons que la liberté et la démocratie sont la meilleure recette pour notre peuple. Pour la première fois, au cours de notre histoire récente, nous sommes confrontés à la remise en question de la démocratie, à une campagne de désinformation délibérée contre la démocratie, mais aussi à l'essor de l'autoritarisme, prôné comme une avenue plus rapide vers le progrès économique. La confiance de la jeunesse vis-à-vis de la démocratie est attaquée systématiquement. Les conséquences économiques de la pandémie et de la guerre en Ukraine n'ont fait qu'ajouter aux pressions auxquelles sont soumis nos jeunes et à leurs sentiments d'anxiété. Nous devons aujourd'hui déployer des ressources immenses pour garantir la sécurité à nos frontières, notamment au nord de notre pays. Dans le même temps, malheureusement, nous ne ressentons pas de solidarité internationale alors que nous pensons y avoir droit. Il est dans l'intérêt du monde entier que l'Afrique occidentale soit pacifique et prospère. Nous voulons que nos jeunes souhaitent s'épanouir dans notre région plutôt que de se lancer dans des voyages périlleux pour arriver sans recevoir de bienvenue en Europe après avoir traversé le Sahara et la Méditerranée. Monsieur le Président, nous ne voulons pas nous soustraire à nos responsabilités, mais le monde ne doit pas affirmer que les conditions socio-économiques dans lesquelles se trouve l'Afrique aujourd'hui n'ont rien à voir avec les injustices historiques qui ont dessiné les structures du monde d'aujourd'hui.
Il faut reconnaître aujourd'hui que des vastes pans de l'Europe et des États-Unis ont été construits grâce aux vastes richesses obtenues au prix de la sueur, des larmes, du sang et de l'horreur du commerce transatlantique d'esclaves pendant des centaines d'années d'exploitation coloniale. Nous devons aussi peut-être reconnaître qu'il ne peut pas être aisé pour des nations de devenir des nations prospères alors que pendant des siècles, leurs ressources ont été pillées et leurs citoyens ont été vendus. Pendant des siècles, le monde a rechigné à se confronter à ces réalités. Mais cela change aujourd'hui. Les générations d'aujourd'hui, c'est vrai, ne se sont pas livrées au commerce d'esclaves. Mais cette entreprise inhumaine a été organisée par des États. C'était une entreprise délibérée et les avantages qui en ont découlé pour les pays qui s'y sont adonnés sont clairement liés à l'architecture économique d'aujourd'hui. L'architecture économique des nations qui l'ont conçue et exécutée. Des dédommagements sont dus aujourd'hui pour le trafic transatlantique d'esclaves. Aucune somme d'argent ne pourra jamais effacer les horreurs que nous avons connues. Mais cela montrera que l'on reconnaît aujourd'hui que c'était une entreprise maléfique. Que des millions d'Africaines et d'Africains ont été arrachés à leur continent et obligés de travailler en Amérique et dans les Caraïbes sans être rémunérés. Si certains hésitaient encore quant à l'importance de payer de telles réparations, pensez que lorsque l'esclavage a été aboli, les esclavagistes ont été rémunérés, eux, pour la perte de leurs esclaves, car ces êtres humains avaient été étiquetés comme leur propriété. Le monde ne peut plus ignorer cette réalité. L'Union africaine a autorisé le Ghana à organiser une conférence internationale sur cette question à Accra en novembre. Il est grand temps aussi, selon nous, de nous tourner de nouveau vers le sujet controversé que représentent les flux financiers illicites depuis le continent africain. Et j'évoquerai ici le rapport du groupe présidé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, personnalité éminente et respectée, sur les flux financiers illicites. Selon ce rapport, l'Afrique perd chaque année plus de 88 milliards de dollars américains en raison de ce phénomène. Ces fonds aussi doivent retourner sur notre continent. Difficile de comprendre pourquoi les pays récipiendaires acceptent de conserver ces fonds sans aucune difficulté et montrent du doigt les pays qui perdent ces fonds, les accusant de corruption. J'estime qu'un groupe de travail conjoint de la Commission de l'Union africaine et du secrétariat de l'OCDE sous les auspices des Nations unies devrait être convoqué de rechercher des solutions à ces flux. Monsieur le Président, avant la pandémie, comme beaucoup d'autres pays du monde, nous faisions des progrès vers la réalisation des 17 ODD et pouvions raisonnablement espérer atteindre les cibles fixées pour 2030. Aujourd'hui, malheureusement, la situation n'est guère prometteuse. La plupart des 21 cibles que nous étions fixées pour 2020 n'ont pas été atteintes et nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre bien des cibles fixées pour l'horizon 2030. Selon le rapport de 2023, seuls 12% des cibles associées aux ODD risquent d'être atteintes. Pour 50% des cibles, les progrès réalisés laissent à désirer. Et le plus décevant, c'est que nous sommes dans une situation de stagnation, voire de recul, pour plus de 30% des cibles. Nous devons accélérer l'action de façon générale. Monsieur le Président, nous avons les moyens de changer la donne. Nous pourrions, ce serait un bon début, apporter les changements nécessaires aujourd'hui aux structures de notre organisation. Alors, nous pourrons reconstruire la confiance et raviver la solidarité internationale sur des bases solides. Merci de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République du Ghana de son allocution. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.